Et bien alors vraiment, encore merci, et surtout un immense merci à Dominique Charpin qui nous fait cet honneur de conclure ces 2 journées, en plus de nous avoir fait le grand plaisir de nous accueillir. Merci beaucoup. Alors, rassurez-vous, je ne serai pas long, mais je voudrais commencer par évoquer un épisode que je crois avoir découvert. Je n'ai rien trouvé dans la bibliographie, alors peut-être que certains parmi vous pourront me contredire et je serai très heureux. On a évoqué tout à l'heure justement les liens entre le Louvre et le Collège de France. Et à la suite du cours que j'ai fait l'année dernière sur l'histoire de la syriologie en France, je suis en train de transformer ce cours en livre et j'ai découvert dans les archives du Collège de France que en 1923, Camille Jullian avait proposé la création d'une chaire d'histoire et antiquité syrienne. Et alors, comme toujours au Collège de France, quand il est question de création d'une chaire, on ne parle pas des personnes. Et donc, je me suis posé la question de savoir qui était derrière. Il s'agissait de la succession de Clermont-Ganneau, qui avait été donc titulaire d'une chaire d'épigraphie et antiquité sémitique. Et dans l'argumentaire développé par Camille Jullian, il fait mention de façon appuyée de la création de la revue Syria. Et du coup, je me suis demandé si en fait, il n'était pas en train de préparer l'entrée de Dussault au Collège de France. Et alors évidemment, comme toujours, dans les notices nécrologiques, on ne parle pas des échecs des gens, et donc, et après ça, les notices qui sont faites sur les personnages s'appuient souvent sur les notices nécrologiques, et donc j'ai vu personne faire allusion au fait que Dussault aurait pu être candidat au Collège de France, mais la proposition de Camille Jullian n'a pas été retenue. Il y avait 3 autres propositions. Alors, un des titres de Dussault à entrer au Collège de France, c'est qu'il avait déjà été suppléant de Clermont-Ganneau en 1904-1905, et puis de Philippe Berger, le successeur de Renan, de 1905 à 1910. Donc, il avait déjà, d'une certaine manière, un pied dans la maison. Et la proposition de Camille Jullian, elle n'a pas été retenue parce que, notamment, Fosset s'y est opposé. Et avec un argument qui n'était pas tout à fait faux, je le cite, « Il vaut mieux surseoir jusqu'à ce que les fouilles pratiquées en Syrie apportent des matériaux suffisants pour alimenter un enseignement ». Et il est vrai qu'en 1923, ça pouvait paraître un peu prématuré. Et quand on pense après aux découvertes d'Ougarit et de Marie, il n'avait pas complètement tort d'une certaine façon, mais on voit bien aussi que, il n'avait peut-être pas non plus envie d'avoir un personnage de la taille de Dussault à côté. Voilà, donc c'est juste un petit épisode. Et pour conclure sur ce point, je dirais que tout de suite, Dussault a eu quand même une partie de la succession de Clermont-Ganneau, puisqu'il a été élu sur son fauteuil à l'Académie des inscriptions et belles-lettres cette année 1923. Donc il a recueilli une partie de l'héritage auquel il pouvait prétendre, et ensuite, à l'Académie, il a joué un rôle extrêmement important dans le pilotage, justement. Donc il avait à la fois son rôle au Louvre et son rôle à l'Académie qui lui permettait de jouer le rôle qu'on sait bien qu'il a connu, qu'il a joué ensuite, aussi bien pour Ougarit comme Annie Cobé l'a rappelé récemment, et il y a eu aussi, lors de la rencontre assyriologique, de 2019 ici même, enfin c'était au Louvre en l'occurrence, tout un atelier là-dessus, et puis ensuite pour Marie, comme on sait. Alors, pour nouer la gerbe, que retenir de ces 3 demi-journées ? C'est impossible, bien sûr, de faire un véritable résumé, mais je voudrais regrouper un peu mes impressions autour de 4 axes. Le premier axe, c'est la question de l'origine des objets, avec cette dichotomie que plusieurs communications ont évoquée entre les objets qui proviennent des fouilles et ceux qui proviennent des acquisitions. Alors en ce qui concerne les fouilles, on a vu à quel point l'évolution des législations
avaient joué un rôle, puisqu'elles ont été très différentes, à la fois selon les pays, dans l'Empire ottoman, en Iran, etc., et puis selon les époques, le mandat ayant changé les situations de façon différente en Irak, en Syrie, etc. Donc on voit en effet que ces travaux de fouilles auxquels le département des Antiquités orientales soit a été directement associé, soit dont il a été le bénéficiaire en recueillant des objets provenant de fouilles auxquelles il n'avait pas forcément collaboré, et bien tout cela a donné des choses très différentes. Ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir la sorte de concurrence qui semble avoir existé à la fin du XIXe siècle entre Tello et Suse. Ce matin, ça m'a beaucoup amusé de voir les dates. Hein, et un coup, on met l'accent sur Tello, un coup, on met l'accent sur Suse, et puis ça revient. Et puis donc, il y a aussi, bien sûr, les objets qui proviennent d'acquisition et d'achat. On a eu l'occasion de voir à quel point l'étude des archives du département donnait des informations extrêmement intéressantes, et je pense qu'il y a là plus qu'une retombée de l'informatisation des archives, de véritables études historiques qu'il faut continuer à mener, parce qu'elles donnent des résultats très intéressants. Et donc, on a, c'est vrai, des objets qui sont privés de contexte, mais pas complètement, parce que précisément, avec l'histoire des acquisitions, on peut reconstituer aussi des contextes, pas les mêmes que ceux qui proviennent de fouilles, mais malgré tout, c'est une piste qu'il faut absolument poursuivre. Après la question de l'origine des objets, la question des espaces. Alors là, il y a deux faces qui ont été évoquées dans des communications différentes. La question des espaces destinés au public. Et donc on a vu des tas d'illustrations qui ont permis de voir comment on est passé du musée assyrien à l'intégration des objets sumériens d'une façon qui nous fait aujourd'hui un peu frémir, hein, de voir les goudéas avec en arrière-plan les bas-reliefs néo-assyriens. C'est plus la manière dont on supporte de voir les choses aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On a vu aussi ce que j'appellerais le projet Contenot des années 30 qui a été suscité par le fait que Dussault avait réussi à obtenir plus d'espace dans la cour carrée, et puis l'arrêt de la guerre, avec la question du déménagement sur laquelle on a eu des informations intéressantes, et puis ensuite la réinstallation donc en 1947, et puis la question du Grand Louvre. Et là, on a eu le privilège d'avoir pas seulement des témoins, mais des acteurs de cette opération qui ont souligné à la fois les difficultés, les contraintes, et en même temps les très belles réalisations auxquelles tout cela a abouti. Et puis le deuxième volet, c'est la question des réserves, dont on parle rarement. Et là, on a eu des informations, en effet, très intéressantes sur leur évolution jusqu'à Liévin, avec ses avantages et ses contraintes que les conservateurs sont les premiers, évidemment, à connaître. Le troisième axe, c'est la question des recherches et des publications, l'articulation de la recherche au sein du département, elle est présente depuis les origines. On a vu dans plusieurs textes à quel point Pierre Amiet en avait le souci. Hein. Il y a eu des citations, mais c'est quelque chose qui l'a précédé et qui continue bien entendu aujourd'hui. Donc recherche à partir de tous les objets qui sont conservés et puis qui aboutissent à des publications sous l'égide du département, en partie, mais aussi beaucoup d'autres publications dans lesquelles le département, comme on l'a vu, était mentionné ou pas. Mais il est bien évident que c'est un axe extrêmement important. Le département n'est pas seulement là pour présenter au public des objets, il est là aussi pour permettre à ses membres et à tous les chercheurs intéressés de pouvoir travailler. Et
J'en ai fait personnellement une expérience de plus de 40 ans, puisque une de mes premières publications, c'était des tablettes cunéiformes que j'ai copiées à l'époque où les tablettes étaient dans ce cabinet d'assyriologie qui a été évoqué, donc, où on avait la vue sur la Seine depuis le troisième étage de la cour carrée. Donc ça a changé, mais la reconnaissance des assyriologues pour le département, elle est toujours là. Et le quatrième axe autour duquel on peut regrouper ce qui a été vu pendant ces 3 demi-journées, c'est, je dirais, la question des institutions et des personnes. Donc, à la fois la création du département, on a vu aujourd'hui son articulation à l'intérieur du Louvre, la comparaison avec ce qui s'est passé dans des musées étrangers, et puis, bien sûr, l'accent qui a été mis sur quelques personnalités, alors soit des personnalités disparues, on a eu des coups de projecteur sur Léon Heuzet, sur Pierre Amiet et Béatrice André Salvini. Et puis on a eu la participation aussi de conservateurs en chef qui sont émérites maintenant, mais qui n'ont pas démérité, comme le nom le dit. Et puis aussi, je terminerai en évoquant quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu, et je suis sûr que c'est le cas de tous ceux qui ont assisté, c'est l'idée d'avoir fait parler des jeunes. Et je crois qu'il faut terminer là-dessus en disant que malgré ces aléas politiques dans les pays du Proche et du Moyen-Orient auxquels on a fait allusion il y a un instant, eh bien, il y a de l'espoir dans l'avenir. Et je dirais que le maître mot pour les 140 prochaines années du département, c'est à la fois, me semble-t-il, le souci de la transmission, parce qu'on a tous un rôle important à jouer, et en même temps le souci de l'ouverture vers de nouvelles formes de recherche, de nouvelles curiosités, et c'est cette combinaison de transmission et ouverture, je crois, qui peut nous aider tous à progresser. Un très grand merci à Ariane, Thomas, Hélène Lemot et toute leur équipe pour nous avoir fait bénéficier de ces 3 demi-journées dont je pense qu'il faut que ce soit non seulement prolongé par les vidéos qui vont être mises en ligne, et ça c'est une très bonne chose, mais il me semble aussi qu'un prolongement écrit est une chose qui serait tout à fait nécessaire. Donc je pense qu'on recevra bientôt les contributeurs des petits mots nous invitant à faire cela. Merci encore à tous et à toutes.